Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc salut tout le monde, ici le PTG, je pense que vous l'aurez compris dans la chronique d'aujourd'hui, on va se demander si Pokémon n'est réellement qu'un jeu pour enfants. Et je peux d'ores et déjà vous dire que non. Ou en tout cas, pas seulement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao. J'y avais cru, hein? Eh ben non, tonton PTG a pas encore fini de vous faire bouffer de la culture générale. Allez, c'est parti, comme en 40. Donc, plus sérieusement, autant vous prévenir tout de suite, mais cette vidéo contient des spoilers concernant les intrigues des différents jeux Pokémon. Donc si vous n'y avez pas joué, eh ben, regardez cette vidéo à vos risques et périls. Vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais vous montrer que l'aventure du héros dans Pokémon s'apparente fortement à un voyage initiatique. Et oui, l'histoire des jeux Pokémon est bien plus que la simple histoire d'un garçon ou d'une fille qui veut récolter des badges et devenir maître Pokémon. Pokémon, c'est avant tout l'histoire d'un personnage qui passe du statut d'enfant à celui d'adulte, puisque au tout début du jeu, notre personnage est totalement inexpérimenté. Il connaît les Pokémon puisqu'évidemment il vit dans leur monde, mais ne sait pas comment s'y prendre pour les combattre, les capturer, etc. En fait, c'est un novice. Par contre, plus on avance, plus notre personnage gagne en maîtrise et en expérience, et finalement notre personnage parvient à devenir maître de la ligue. On peut donc dire que c'est à ce moment précis qu'il parvient à devenir un expert en matière de Pokémon. En plus, on peut dire que notre personnage atteint l'âge adulte au moment où il devient maître, puisqu'il est parti de rien et tout seul, il est parvenu à devenir la personne la plus puissante et la plus influente de toute la région. C'est grâce au combat qu'il a livré et grâce à la compagnie de ses Pokémon qu'il a réussi à quitter l'enfance. Et on retrouve cette symbolique dans toutes les versions de Pokémon. Elle est même plus visible à partir de la 5ème génération, puisque les personnages qu'on incarne ont alors environ 15-16 ans. Donc, ils ne passent plus directement de l'enfance à l'âge adulte, mais de l'adolescence à l'âge adulte. Et par contre, s'il y a une génération qui a poussé ce concept jusqu'au bout, c'est bien la deuxième, puisque, bien sûr, notre personnage parvient à devenir maître de la Ligue de Johto. Mais il ne s'arrête pas là, puisque, dès ce moment, la région de Kanto s'ouvre à lui. Et notre héros commence alors un second voyage. Certes, le personnage est parvenu à devenir un adulte à la fin de son voyage à Johto, mais son voyage à Kanto va affirmer le fait qu'il soit devenu un adulte. Il va affronter des adversaires encore plus puissants qu'auparavant et va même jusqu'à affirmer sa suprématie, en battant celui qui était jusqu'alors considéré comme le meilleur dresseur au monde, à savoir Red. On peut donc dire qu'une fois ça accompli, le dresseur a atteint son but ultime. Non seulement il est devenu adulte, mais en plus il sait que personne, à part lui, n'est parvenu à atteindre un tel niveau. Il sait qu'il est le meilleur entre tous. Je vais ensuite vous montrer que l'univers de Pokémon est en fait un univers bien plus profond qu'il n'en a l'air. Et pour ça, je vais tout d'abord vous parler de la mythologie Pokémon. Dans l'univers de Pokémon, certaines créatures sont, à l'inverse de la majorité des Pokémon, uniques. Ces Pokémon sont appelés les Pokémon légendaires. Et vous pensez qu'il s'agit tout simplement de Pokémon uniques et plus puissants que la moyenne? Mais que vous êtes naïfs, mes cochons, que vous êtes naïfs, c'en est presque mignon. Puisque les développeurs ont en fait pris l'initiative de créer une véritable mythologie autour de ces Pokémon légendaires. Ainsi, on a Dialga et Palkia, qui sont les créateurs respectifs du temps et de l'espace, de même que Giratina est l'incarnation du mal. Créfadet, Créfolet et Créelf sont tous les trois à l'origine de l'esprit. Créfadet aurait créé la volonté, Créfolet l'émotion et Créelf le savoir. Darkrai représente les cauchemars tandis que les rêves sont représentés par Cresselia. On a ensuite Reshiram qui représente la réalité tandis que Zekrom représente l'idéal et Kyurem représente la mince limite entre ces deux entités. On a aussi Groudon et Kyogre qui sont respectivement les créateurs de la terre et de la mer et qui passent leur temps à se foutre sur la gueule et qui sont de temps en temps séparés par Rayquaza, le créateur du ciel. Regigigas s'est quant à lui occupé de la dérive des continents et a créé Regice, Registeel et Regirock afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Elector, Sulfura et Articodin ont pour rôle de réguler les différents courants marins, tandis que Boreas et Fulguris, dirigés par Démétéros, ont pour rôle de réguler la météo. Lugia et Ho-Oh s'occupent, eux, de la rotation de la planète et donc du cycle jour-nuit. Et en plus, Lugia dirige le trio légendaire de Kanto.
Vient ensuite Mew qui n'est autre que l'ancêtre de toute créature vivant sur Terre. Enfin Xerneas donne la force vitale aux êtres afin de créer la vie, tandis qu'Yveltal la leur retire afin de créer la mort. Et Zygarde, quant à lui, intervient lorsque l'écosystème est menacé. Et tout ça se fait sous l'égide d'Arceus, celui qui peut se vanter de n'être autre que le dieu créateur de toutes choses. All hail the mighty God. Donc j'ai rassemblé ici les fonctions des Pokémon légendaires les plus importantes. Tous ne sont pas répertoriés, sinon cette vidéo aurait été encore plus longue qu'elle ne l'est déjà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnages qu'on incarne dans les différents jeux foutent un bon gros bordel en capturant tous les légendaires, puisqu'ils ne peuvent non plus assurer leur fonction. Je vais ensuite vous parler d'un autre élément qui prouve que l'univers de Pokémon est plus profond qu'il n'en a l'air, et cet élément est en fait les différentes réflexions philosophiques qui peuvent être inspirées par l'univers de Pokémon. Et oui, croyez-le ou non, les jeux vidéo comme tout produit culturel peuvent être à l'origine de réflexions philosophiques, et bien évidemment la licence Pokémon est un digne représentant de ce que je vous affirme là. Voyons ensemble en quoi les jeux Pokémon peuvent être à l'origine de réflexions philosophiques. Donc tout d'abord, Pokémon est une véritable porte ouverte sur l'imaginaire. Donc je pense que l'être humain ressent naturellement le besoin de s'évader, de s'éloigner de la sphère quotidienne et de partir vers un ailleurs. Et à l'image du cinéma ou de la littérature, le jeu vidéo permet de combler ce besoin. Et je pense que Pokémon est particulièrement représentatif de ce phénomène. Et oui, les jeux nous présentent un univers relativement proche du nôtre, à l'exception près que les Pokémon remplacent les animaux dits normaux. D'ailleurs, chaque région du monde Pokémon est directement tirée d'une région de notre monde, à l'image de la région de Kalos dans les versions X et Y, qui est directement calquée sur la France. Donc grâce à ça, le joueur est transporté dans un monde qui atteint le juste milieu entre dépaysement et mise en image du quotidien. Par contre, là où la littérature et le cinéma ne font que montrer des personnages auxquels le spectateur peut s'identifier mais qui restent des personnes bien définies et autres que le spectateur lui-même, là le jeu vidéo va plus loin. Puisqu'avec le jeu vidéo, on ne suit pas les aventures d'un personnage, mais on vit ses aventures. On est ce personnage puisqu'on contrôle ses moindres faits et gestes. Et à nouveau, Pokémon est bien représentatif de ça. En effet, si le joueur a la liberté de nommer son personnage comme bon lui semble, c'est pas pour rien. Il en est de même du fait que le personnage qu'on incarne soit tout simplement dénué de paroles et même de caractère propre. Ça permet tout simplement au joueur de donner au personnage l'image qu'il veut. Ainsi, le joueur ne pourra pas se plaindre du caractère des personnages principaux de la licence puisqu'il forge lui-même les caractères de ses personnages. Donc le joueur peut, s'il le veut, créer un personnage à son image ou alors il peut créer à l'inverse un personnage qui lui est en tout point différent. Et ce n'est pas tout, puisque la licence Pokémon pose un autre problème philosophique qui est celui du rapport de l'homme à la nature. En effet, la licence a toujours mis en avant la relation privilégiée entre le personnage et ses Pokémon, ainsi que la nécessité de capturer de nouvelles créatures. Et pour capturer des nouveaux Pokémon, il faut marcher dans les hautes herbes. Alors seulement on peut espérer faire une rencontre et donc espérer renforcer les rangs de son équipe. On peut donc dire que ça s'apparente fortement à une chasse. Par contre, lorsqu'on se promène dans les hautes herbes, c'est bel et bien les Pokémon sauvages qui viennent à notre rencontre et non l'inverse. Donc au final, on peut se demander qui du dresseur et qui des Pokémon sauvages possède le statut de chasseur et qui possède le statut de chassé. D'ailleurs, une théorie émise par les fans veut que le monde Pokémon soit en réalité notre monde dans un futur proche et que les animaux aient été dotés de pouvoirs surnaturels suite à la destruction de la nature par les humains. Les animaux seraient alors devenus les Pokémon et auraient décidé de prendre leur revanche sur la race humaine en attaquant le moindre être humain qui s'approche d'eux. Malheureusement, l'homme est parvenu à reprendre le dessus et à domestiquer les Pokémon. Et la question de l'homme et de la nature est aussi abordée au travers des ennemis du héros. Par exemple, les teams Aqua et Magma dans la 3ème génération ont pour ambition respective d'étendre les océans et d'étendre les terres. En gros, ils veulent plier la nature à leur volonté. On a aussi la team Plasma dans la 5ème génération qui questionne plus notre rapport à la faune qu'à la flore, tout en abordant rapidement le concept de l'esclavage et de la surexploitation des animaux, ou en l'occurrence des Pokémon. Ensuite, la team Galaxy dans la 4ème génération cherche à contrôler l'espace et le temps, c'est-à-dire les deux concepts les plus importants qui régissent les lois de la nature. Et même la Team Rocket dans les 2 premières générations aborde cette question au travers de Mewtwo qui est le fruit d'expérimentation génétique et qui est donc un être contre nature. Je vais ensuite aborder les idéaux de Lysandre. Dans Pokémon X et Y, la team qu'on affronte est la Team Flare. Cette team est dirigée par un dénommé Lysandre qu'on rencontre à plusieurs reprises dans le jeu avant de découvrir qu'il est le grand méchant. Les idéaux de Lysandre diffèrent de ceux des leaders des teams précédentes. En fait, Lysandre se révèle être un idéaliste qui a pour seul but de créer une utopie, autrement dit un monde parfait. Et si on y regarde de plus près, ses intentions sont tout à fait louables. En réalité, il a fait le constat suivant. L'homme profite et abuse des ressources énergétiques et financières. Par contre, il le sait, ces ressources sont limitées, et donc Lysandre craint qu'une guerre finisse par éclater. Et son but est d'éviter que ça n'arrive. Par contre, le problème avec Lysandre repose sur les moyens qu'il veut utiliser pour parvenir à son but. En fait, il veut tout simplement détruire l'humanité et les Pokémon, et les membres de la Team Flare seraient alors les seuls survivants. Mais, car il y a un mais, comme tous les ans d'ailleurs,
La personnalité de Lysandre est plus profonde que ça. Il ne veut pas tout simplement faire boum, youpi, c'est la paix sur Terre. Non, s'il veut recourir à de tels moyens, c'est parce qu'il pense que l'humanité a littéralement été pourrie par sa surexploitation des ressources énergétiques et financières. Il pense que le seul moyen de guérir l'humanité est de la détruire. Et au fond, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, mais là n'est pas la question. Et qu'en est-il alors des Pokémon? Eh bien, de son propre aveu, il pense qu'il est nécessaire de détruire le Pokémon afin d'éviter qu'il ne serve d'arme aux humains. Mais cette simple pensée le blesse profondément, étant donné que dans le jeu, il pleure lorsqu'il annonce ça au héros. Ainsi, avec Pokémon X et Y, Game Freak nous offre le méchant le plus travaillé et le plus profond de l'histoire de la série. Et ce que je trouve très dommage, c'est que dans le jeu, Lysandre soit vu comme un méchant, un point c'est tout. Je reproche au jeu sa vision trop manichéenne en fait. Certes, le plan de Lysandre est tout à fait horrible et se résume à un génocide, mais ses intentions sont tout à fait louables. Et je serais réellement satisfait le jour où, dans un jeu Pokémon, on aura à nouveau un méchant aussi profond, et surtout le jour où on aura des protagonistes qui se mettront à douter lorsqu'on leur parlera de l'antagoniste comme du grand méchant. Voilà, je vais ensuite vous montrer que Pokémon est un jeu destiné à la fois aux plus jeunes, mais aussi à leurs parents. Puisque pour ce qui est de leurs intrigues, les jeux Pokémon peuvent paraître relativement simples. Comme ça, les plus jeunes joueurs ne seront pas gênés par une intrigue trop complexe et ne pourront pas se plaindre qu'ils ne comprennent rien. Par contre, si on creuse un peu, on peut voir que certains éléments de l'intrigue sont en vérité beaucoup plus sombres qu'ils n'en ont l'air, et on trouve surtout des éléments comme ça dans la première génération. Et donc laissez-moi vous donner quelques exemples. Dans les versions rouge, bleu et jaune, le rival de notre personnage possède au début du jeu un Rattata qui évolue plus tard en Rattatak. Par contre, au bout d'un certain temps, ce Rattatak disparaît de son équipe. Certains pourront penser qu'il s'agit d'un simple remaniement de l'équipe, mais d'autres pensent, après avoir creusé un peu la chose, que ce Rattata est décédé des suites des blessures infligées lors de son dernier combat contre notre personnage. Ce qui appuie cette théorie est le fait que le fameux Rattata est présent à bord de l'océan, mais qu'il n'est plus présent lors du combat suivant à la tour Pokémon, qui, je le rappelle, est un cimetière pour Pokémon. Donc, ce que les fans pensent est qu'en fait, le Rattata a été gravement blessé pendant le combat à bord de l'océan, qu'il est ensuite décédé, et que le rival serait allé l'enterrer à la tour Pokémon, et que c'est à ce moment précis que notre personnage arrive, et donc a lieu le second combat. Tiens d'ailleurs, parlons-en de la tour Pokémon. Vous vous souvenez du fantôme d'ossature? Les plus jeunes joueurs y verront simplement un fantôme qui nous empêche de passer, mais en vérité cette ossature a été tuée par la Team Rocket, et a donc laissé derrière lui un petit osselet, qui comme le précise sa description dans le Pokédex, porte le crâne de sa mère en guise de casque. D'ailleurs, ce pauvre osselet est bel et bien présent dans le jeu, dans une des maisons de l'avant-ville. Parlons ensuite un peu de la Team Rocket. Pour les plus jeunes, la Team Rocket n'est autre que les grands méchants du jeu qu'il faut éliminer. Mais si on y regarde de plus près, il se trouve que la Team Rocket est une mafia, une vraie de vraie. Par exemple, là où la mafia italienne officie dans le trafic de drogue, la mafia de Kanto officie plus dans le trafic de Pokémon. De plus, comme une vraie mafia, la Team Rocket agit dans l'ombre d'un établissement qui est à première vue totalement clean. Elle s'assure donc une couverture derrière le casino de Céladopol. Enfin, revenons-en au cas d'Ossature. La mafia élimine bien ceux qui se dressent contre ses activités, non? Et après tout, Ossature ne se dressait-il pas contre la Team Rocket lorsqu'il tentait de protéger son petit? Enfin, le but premier de la Team Rocket est le profit, encore le profit, toujours le profit comme une véritable mafia. D'ailleurs, s'il y a un reproche que je devrais faire au jeu à partir de la 3ème génération, c'est le fait que les teams s'éloignent de l'objectif de la Team Rocket pour avoir des buts un petit peu trop abracadabrantesques à mon goût. Je vous propose ensuite de rester un petit peu avec la Team Rocket, ou plus précisément avec son leader, ou devrais-je dire son parrain, à savoir Giovanni. Vous pensez que c'est lui le grand méchant de la première génération? Eh bien détrompez-vous. Certes, c'est sûr et certain, on peut lui attribuer nombre d'activités criminelles. Par contre, après que Mewtwo se soit échappé, Giovanni a tenté de tout mettre en œuvre pour empêcher que Mewtwo ne génère le chaos total à Kanto. En effet, tout d'abord, la Team Rocket a tenté de voler le Scope Sylph, appareil qui permet de voir des fantômes. Et grâce à cet appareil, les Rockets auraient pu capturer des Pokémon de type Spectre, n'est-ce pas? Or, le type Spectre est l'une des seules faiblesses du type Psy, type que possède bien évidemment Mewtwo. La Team Rocket a ensuite tenté de dérober la Master Ball. Et que voulez-vous que Giovanni en ait fait? Eh bien, il aurait tenté de capturer Mewtwo tout simplement afin de s'assurer qu'il ne fasse pas de mal. Ainsi, le grand méchant de l'histoire n'est autre que notre personnage puisqu'il a empêché Giovanni d'atteindre ses buts pour protéger la région de Kanto. Ensuite, un event des versions Heart Gold et Soul Silver nous permet de remonter dans le temps grâce à Celebi et de découvrir que le rival de notre personnage n'est autre que le fils de Giovanni, fils que ce dernier a tout simplement abandonné. Enfin, pour conclure avec Giovanni, certains pensent que le personnage se suicide dans les versions Heart Gold et Soul Silver. En effet, le même event que celui cité précédemment permet de combattre Giovanni aux chutes Tojo. Et une fois que Giovanni est vaincu, il dit, je cite, « Comment est-ce possible? Les 3 dernières années auraient-elles été une perte de temps? Comment un enfant comme toi peut-il réussir à détruire mon rêve à nouveau? Le précieux rêve de la Team Rocket est devenu un peu plus qu'une simple illusion.
Puis, une fois qu'il quitte la pièce, un bruit semblable à des éclaboussures retentit. Certains pensent donc que suite à sa défaite, Giovanni, qui n'a alors plus aucune raison de vivre puisque tous ses buts ont été anéantis, tout d'abord par le personnage des premiers jeux, puis par le personnage des seconds jeux, décide de se donner la mort en se jetant à l'eau. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien voilà la preuve en image. Enfin, je vous parlais avant des buts un petit peu trop abracadabrantesques à mon goût des teams à partir de la 3e génération. Par contre, on peut penser que cet éloignement de la part des nouvelles teams de l'objectif de la Team Rocket est dû à une envie d'éduquer sur d'autres points. Par exemple, là où la Team Rocket servait une moralité large du genre voler c'est mal, il ne faut pas être méchant, etc., les autres teams ont tendance à aborder des sujets bien plus complexes. Avec la 3e génération par exemple, on a pu voir deux forces s'opposer, ce qui a failli mener le monde à sa perte. Parce que les deux parties, bien que pensant faire le bien, ne se rendaient pas compte de ce qu'il se passait autour. Et donc en gros ça nous enseigne qu'à trop batailler pour son but personnel, on en oublie de regarder autour de nous, ce qui peut mener à quelque chose de catastrophique. Enfin, je vais vous parler des autres médias Pokémon, et tout d'abord je vais aborder le manga, qui est plus ou moins la version adulte de l'univers. Par contre, il existe plusieurs mangas Pokémon, mais je vais vous parler du seul que j'ai lu, qui est le manga Pokémon La Grande Aventure, qui a été publié en France dès 2000, et qui est d'après Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a essayé de transmettre. Et oui, Monsieur Tajiri n'a jamais eu pour but de créer des jeux destinés aux enfants. Donc Pokémon La Grande Aventure propose en fait une version bien plus adulte de l'univers Pokémon que l'anime, et même que le jeu lui-même. D'ailleurs, pour la petite histoire, le manga est jugé tellement adulte que la publication a été arrêtée en France dès 2002, parce que les éditeurs le trouvaient inadapté à un jeune public. Par contre, la publication a repris en 2011 avec les arcs noirs et blancs. Et récemment, les éditions Kurosawa ont sorti une réédition des premiers tomes du manga. Le premier volume est déjà sorti et le second est prévu pour le 28 août. Et je ne peux que vous le conseiller fortement parce que je trouve que 10 € pour 500 pages d'une telle qualité, eh ben c'est tout sauf cher payé. Donc le manga Pokémon La Grande Aventure raconte les histoires des personnages des jeux. Ainsi, le premier arc raconte les aventures de Red, Green et Blue, qui n'est autre que le personnage féminin qu'on peut incarner dans les versions Rouge-Feu et Vert-Feuille. Le second, publié dès la sortie de Pokémon Jaune, raconte les aventures d'un personnage inédit nommé Jamie. Le troisième arc publié est l'arc Or, Argent, Cristal, qui raconte les aventures de Gold, Silver et Crystal, et ainsi de suite. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le manga proposait une version plus adulte de l'univers Pokémon, et donc laissez-moi vous donner quelques exemples. Les teams, par exemple, sont de véritables organisations criminelles qui n'hésitent pas à menacer de mort les personnages. Il arrive ensuite que certains Pokémon meurent, par contre on ne nous le montrera jamais de manière explicite. Ensuite, lors des combats Pokémon, les Pokémon sont réellement blessés. Je prends à titre d'exemple le combat entre Red et Pierre d'Argenta, pendant lequel le Pikachu de Red arrive à détruire le champ magnétique qui relie les différentes pierres du Onix de Pierre, et donc le Onix se retrouve en 1000 morceaux en fait. Ensuite, certains personnages comme le grand méchant de l'arc Or, Argent, Cristal par exemple, n'hésitent pas à recourir à des moyens tels que les attentats pour parvenir à leur fin. Il arrive ensuite quelque chose de très grave à Red pendant l'arc Jaune, mais je vous en dis pas plus. Enfin, quelque chose qui m'a, je dirais pas choqué, mais marqué quand j'ai lu le manga, c'est dans l'arc Ruby Saphir, Norman, le père de Ruby, l'un des deux personnages principaux, va jusqu'à frapper son fils, etc., etc. Je vais ensuite vous parler de l'anime, qui est la version plus ou moins enfantine de l'univers de Pokémon. Donc dans l'anime, on ne suit plus Red, mais on suit Sacha. Par contre, Sacha est directement inspiré de Red, et les autres personnages qui l'accompagnent pendant son voyage sont tirés du jeu. On a par exemple Ondine, Pierre, Flora, Aurore, Iris, etc. Et on remarquera que c'est surtout des champions d'arène qui l'accompagnent d'ailleurs. Bande de feignasses. De plus, contrairement au manga, l'anime perd toute dimension adulte. Par contre, plutôt que de vous énumérer les raisons purement scénaristiques qui sont évidentes, je vais plutôt examiner la forme que prend l'anime. Donc l'anime Pokémon est construit comme un dessin animé pour enfants, même s'il y a une grande trame principale qui est la collecte des badges dans le but de devenir maître Pokémon. Chaque épisode, mis à part les éventuels diptyques ou triptyques, peut être regardé indépendamment des autres. Ainsi, un enfant qui tombe par hasard sur un épisode de Pokémon peut tout à fait prendre du plaisir à le regarder sans risquer de ne rien comprendre à l'histoire. Ensuite, beaucoup se plaignent que Sacha ait toujours 10 ans malgré le fait que l'anime ait été diffusé pour la première fois en 1997. Mais là encore, il faut y voir une volonté de destiner la série à un public jeune. En effet, si Sacha conserve ses 10 ans depuis le début de la série, c'est pour que les nouveaux arrivants qui découvrent l'anime Pokémon ne soient pas déstabilisés par un héros trop âgé par rapport à eux. Il est alors beaucoup plus facile pour eux de s'identifier au personnage principal.
Mais dans ce cas, pourquoi ne pas changer de personnage à chaque nouvel arc, me demanderez-vous? Ben tout simplement pour que les vieux de la vieille qui suivent la série depuis ses débuts puissent continuer à suivre les aventures du personnage qui a bercé leur enfance. Voilà aussi pourquoi Sacha, qui à la fin de chaque arc arrive à la Ligue Pokémon, paraît redevenir un débutant à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle région. Enfin, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle Sacha conserve ses 10 ans depuis le début de la série. Je vous parlais plutôt du fait que dans les jeux, le voyage est une sorte de passage de l'enfance à l'âge adulte, et que le personnage atteint l'âge adulte dès qu'il parvient à vaincre la Ligue Pokémon. Or, dans l'anime, Sacha n'est jamais parvenu à vaincre la Ligue. Voilà donc pourquoi il reste un enfant. Et je suis donc persuadé que l'épisode où Sacha deviendra maître Pokémon sera le tout dernier de la série. Donc je conclus cette partie avec une petite parenthèse. Si vous voulez retrouver un univers relativement adulte dans un anime Pokémon, je vous conseille vivement de regarder Pokémon The Origin qui en 4 épisodes raconte les aventures de Red pendant son voyage à Kanto. Et pour moi, il n'y a pas photo, c'est largement meilleur que l'anime. Enfin, pour conclure, je me contenterai tout simplement de dire que vous, qui pensez que Pokémon n'est qu'un jeu pour enfants, avez tort. Nous, joueurs de Pokémon, avons grandi avec ces petites bestioles, nous les avons entraînées, élevées, nous avons construit une relation toute particulière avec eux au fur et à mesure que nous les faisions combattre. Quand nous finissions le jeu, nous ne ressentions pas seulement une satisfaction personnelle, mais nous étions véritablement reconnaissants envers nos compagnons virtuels. Reconnaissants de nous avoir accompagnés et nous avoir permis de remporter la victoire. Et pour certains d'entre nous, les liens que nous avons forgés avec ces Pokémon sont tellement forts que, même après des années, ils n'ont pas faibli. Pokémon, c'est bien plus qu'un jeu vidéo. Pokémon, c'est un mode de vie. Putain, c'est beau ce que je viens de dire, n'empêche. Voilà, c'est sur ça que se termine cette vidéo. Et avant de dire quoi que ce soit de plus, je tiens tout d'abord à remercier Calder qui m'a donné 2-3 idées pour ce qui est du texte, mais aussi mon pote Edouard sans W que vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque comme je le dis toujours, toute critique est bonne à prendre, à condition bien sûr qu'elle soit constructive. Donc sur ce, c'était le BTG. Ciao mes petits cochons.